Alors là, moi qui pensais ne plus jamais refaire de vidéos de solo leveling, faut se dire que je suis étonné. Je m'attendais pas du tout à ça. Faut savoir que pour ceux qui me suivent pas sur Twitch, depuis la fin de l'arc Carthénon, je trouvais que c'était pas ouf. Les conflits étaient pas trop bien amenés, l'ambiance était pas du tout là, c'était vraiment très rapide. Et finalement, le début de l'arc du Japon avec les géants, et la fin de l'arc Carthénon et la mort de certains chasseurs coréens, et même s'il y avait des choses incroyables, finalement, c'était pas du tout intéressant, parce que c'était mal foutu selon moi. Mais depuis l'apparition du monarque de la Lega, donc le monarque des géants, et tout le lore qui s'est développé à partir de là, et aujourd'hui également avec l'apparition de deux nouveaux monarques, et également la confrontation entre trois monarques, et le Renation, alors là, clairement, c'est intéressant. C'est donc pour cette raison qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 140 de Solo Leveling, mais on parlera également des chapitres qui l'ont précédé, notamment depuis l'apparition de Rhaegar, le monarque des géants. Surtout que mine de 1, depuis le début de la saison 2, d'innombrables foreshadowing étaient présents et qui ont donc enfin une réponse aujourd'hui, donc on va pouvoir en parler. On argumentera également sur les différents rapports de puissance dans Solo Leveling, le but des dirigeants, le but des monarques et leur potentielle puissance. On parlera également du père de Sung parce que mine de rien il est très mystérieux ce mec. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné, à mettre un pouce bleu, let's go. Pour commencer cette analyse, on va donc d'abord retourner en arrière, au chapitre 111 de Solo Leveling, qui est pour moi le chapitre le plus important tellement il est rempli de foreshadowing. À ce moment, on a donc l'apparition de deux monarques, le monarque de la Givre, mais également un monarque du nom de Yugmounth. Différents termes sont utilisés à ce moment-là, des termes qui étaient incompréhensibles auparavant. Le Legia de là, les dirigeants, les fragments de la lumière éclatante. Heureusement pour nous, pendant la discussion entre le monarque des géants et le monarque Sung Jinwoo, on a enfin plus d'informations sur ces différents termes, notamment le terme le Legia de là, qui signifie en fait Rhaegar, le nom du monarque des géants. Donc quand dans le chapitre 111, le monarque de la Givre parle du fait que les dirigeants du sud vont libérer le Legia de là, ça parle du fait que les dirigeants comptent laisser le monarque des géants s'échapper et attaquer l'humanité. On le voit bien que lui aussi a la voix dans sa tête, une voix qui est incitée par les dirigeants aux monstres, les monstres du chaos qui sont les esclaves des dirigeants, mais c'est également le cas maintenant pour le monarque des géants, qui lui aussi a l'ordre dans sa tête. Donc lui aussi est devenu un esclave qui n'a plus de libre arbitre. Au passage, j'avais déjà des doutes auparavant, mais maintenant j'en suis pratiquement sûr. Pour moi, la capacité des dirigeants de forcer les monstres à tuer les humains ne vient pas d'un simple ordre, mais d'un objet qui est dans leur corps. Et l'objet qui est dans le corps de tous les monstres, évidemment, c'est les cristaux magiques. On nous focus bien en plus de ça, lorsque Sung Jinwoo parle avec le monarque des géants, on nous montre bien son cristaux qui ressort un peu de son corps. Donc je pense que la capacité des dirigeants vient justement de ces cristaux. La question que l'on peut se poser évidemment, c'est pourquoi les dirigeants veulent-ils attaquer le monde des humains si finalement ils veulent le sauver d'une future guerre. Pour moi, le monarque des géants l'explique assez bien dans le sens où ils veulent renforcer les fondations d'une véritable guerre à venir. Une guerre qui nous a été racontée à plusieurs reprises, par l'intermédiaire de Sung Il-hwan, de Ezil. Ce qui est certain, c'est qu'une grande guerre va arriver. La revanche entre les monarques et les dirigeants, mais très important, lors du flashback de l'ancien monarque des ombres, on a bien vu qu'il ne faisait partie d'aucun des camps. Donc peut-être qu'il y a un troisième camp. Ça expliquerait donc pourquoi le monarque Rhaegar a dit à Sung Jinwoo qu'elle allait se faire attaquer par les monarques, mais également par les dirigeants. Même si j'avoue que je suis mitigé par rapport à Sung Il-hwan, d'un côté, je me dis qu'il fait peut-être partie d'un troisième camp, mais n'oublions pas qu'il a disparu pendant plusieurs centaines d'années dans le monde des monstres, vu que la temporalité est différente. Donc de ce fait-là, il n'est plus simplement un être humain, il est plus que ça, donc soit un dirigeant, soit un monarque, ou quelque chose qui s'y rapproche. Je pense pas qu'un monarque va attaquer un autre monarque, bon, c'était le cas de l'ancien monarque des ombres, mais lui c'était particulier, on connaît pas toute son histoire, et je pense qu'on va en connaître plus sur lui plus tard. En tout cas, par rapport à Sung Il-hwan, ce qui me fait croire qu'il est du côté des dirigeants ou un dirigeant peut-être, je ne sais pas quelles sont les conditions pour y parvenir, c'est le fait que déjà il a affronté les monarques. Deuxièmement, il était au courant de l'attaque du monarque des géants, vu sa réaction pendant l'affrontement entre Sung Jinwoo et Yuri Orlov contre les géants. Il a pas réagi, il regardait juste de loin. Et finalement, c'est une réaction qui correspond aux dirigeants. Les dirigeants étant conscients de l'attaque du monarque des géants, ils l'ont laissé attaquer le monde des humains pour que le monde des humains soit prédisposé à pouvoir survivre à la guerre qui va arriver plus tard, avec plus de magie, plus de puissance, et donc c'était volontaire. On termine avec le dernier terme qui était incompréhensible au chapitre 140, les fragments de la lumière, et ça nous conduit directement du coup au chapitre 140, pendant la confrontation entre le Renation Christopher Red et les trois monarques, le monarque de la bête, une jeune femme à l'apparence démoniaque, et un homme avec une apparence d'aristocrate. On reviendra sur les monarques en fin de vidéo, mais évidemment avant ça, la discussion est très importante entre l'aristocrate et le Renation Christopher Red. Celui-ci parle évidemment non pas à Christopher, mais à l'entité derrière lui. Or on sait maintenant que la puissance des chasseurs viennent des dirigeants. Donc on peut en conclure que les fragments, ce sont les surnoms des dirigeants.
chaque dirigeant ayant un prénom différent. Au chapitre 111, c'était le fragment éclatant. Aujourd'hui, c'est brillant, donc 2 dirigeants différents. On avait également le grand fragment, et on peut supposer également que c'est le dirigeant le plus puissant, ou en tout cas l'un des plus puissants. Par contre, quel dommage que le combat était en off-screen, surtout que le début était super intéressant. On a même eu une transformation, une espèce de Bankai de Christopher Red qui a fait un contact direct avec le dirigeant. On le remarque directement avec le visage de Christopher Red qui prend l'apparence du casque d'un dirigeant. Mais surtout, on a bien vu que voilà, ça lui a fait des conséquences sur son cœur direct. Bon, je pense que son pouvoir, ce sont les flammes, un peu comme Chuck Jong-il, mais en plus puissant. Mais on le voit lorsqu'on récupère son cadavre, il a le visage cramé. Donc je sais pas si c'est la compétence d'un des monarques, mais potentiellement, il s'est cramé la gueule lui-même. Sa compétence étant tellement puissante que même son corps ne le supporte pas. Donc c'était clairement une attaque suicide, lui-même le dit. Il va mourir aujourd'hui, mais il va au moins en prendre un avec lui. Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a eu un combat entre 3 contre 1 ou un combat 1 contre 1 entre l'aristocrate et le Renation? Je sais pas trop, d'un côté je vous aurais dit que c'était le Renation contre l'aristocrate, mais finalement lorsqu'on retrouve son cadavre, on voit des griffes qui ressemblent beaucoup à celles du monarque de la bête, et il a plusieurs marques différentes, donc clairement ils ont pas déconné, ils l'ont attaqué à 3 en mode lâche sans aucun problème, ou alors le combat s'est terminé sur un 3 versus 1, alors que le combat avait commencé en 1 contre 1 potentiellement. En tout cas, concernant les compétences des 2 nouveaux monarques, pour moi, comme je l'ai dit plusieurs fois, chaque monarque correspond à un élément type, mais ses capacités sont toujours à peu près les mêmes. La construction d'un royaume, et donc le contrôle d'une entité. Évidemment, je peux me tromper sur les compétences de chacun, mais je pense qu'on est dans ce cadre-là. Et donc, concernant les 2 nouveaux personnages, je pense pour l'aristocrate, le monarque du vampire. Visuellement, je trouve qu'il ressemble beaucoup au vampire dans les animés et dans les mangas. Donc, un petit pouvoir de contrôle du sang comme Muzan dans Kimetsu no Yaiba, moi je dis pas non, ça correspondrait bien, donc pourquoi pas. Surtout que le personnage a déjà un flanc incroyable, donc en plus de ça, tu lui donnes un pouvoir du sang énervé, laisse tomber. Et pour le monarque féminin, soit le monarque de Médusa, donc elle peut contrôler et pétrifier les choses en pierre et faire des créatures de pierre. Surtout que pendant le combat, il n'y avait plus aucun son dans la pièce, comme si le son avait été coupé, ou plutôt que le temps avait été arrêté. Donc un pouvoir de pétrification du temps, pourquoi pas. Ou alors l'autre possibilité qui repose sur quelque chose, c'est qu'à la fin de l'arc de Biru, on avait donc eu l'apparition du monarque de la bête et du monarque de la givre. En voyant des cadavres d'insectes au sol, ils avaient dit, si elle avait été là, elle n'aurait pas pu supporter. Donc s'il parle d'elle, c'est forcément le monarque féminin, d'où le fait qu'elle est potentiellement le monarque des insectes. Évidemment, tu l'entends bien, c'est des théories, donc s'il te plaît, fais un effort, ne me spoil pas, même si j'ai raison, même si j'ai tort, sinon vous allez clairement me dégoûter, mais complet de refaire des vidéos solo de temps en temps. Donc s'il vous plaît, restez compatissants. En tout cas, fin de chapitre, Sung apprend enfin que son père est vivant, ça fait plaisir, on attend ça depuis très longtemps. Et moi, j'attends clairement leur rencontre, les futurs combats contre les différents monarques, mais également contre les dirigeants. Parce qu'il y aura forcément des combats également contre des dirigeants. Difficile de les placer dans l'équation. Est-ce qu'ils sont totalement gentils? Contre Sung? Aucune idée. On en saura plus tard. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, abonne-toi. Janami Hassan.